Bonjour à toutes et à tous. Et déjà, on a vos bonjours à vous sur Facebook. On en est très content. J'ai failli, en perdre mon conducteur. Et c'est le dernier jour de la semaine. Bien sûr, beaucoup d'actualités très sérieuses. Puis on finira aujourd'hui de manière un petit peu plus légère. Bonjour Thierry Rabillet. Bonjour Sylvain. Bonjour Anthony. Bonjour Anthony. Bonjour Thierry. Thierry Bonjour Rabillet, Sylvain. rédacteur en chef de Paris-Normandie. Anthony Quindroy, journaliste à Paris-Normandie. Vous représentez cette grande famille aujourd'hui qui travaille toujours de manière très confinée, Thierry. Toujours, 7 jours sur 7. Les journalistes sont principalement chez eux. Sur les réseaux sociaux, chez eux, partout, un petit peu dans la rédaction. Voilà, donc les bonjours s'accumulent, eh bien on vous les renvoie. Allez, tiens, on va vous faire un bonjour collectif. Je compte 1, 2, 3 et on dit bonjour tous les trois. 1, 2, 3. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Allez, bonjour de la synchronisation. Il faudra qu'on répète. C'est le 14e numéro de Ligne ouverte. On aura tout de suite, dans 10 minutes, Philippe Douste-Blazy. Vous vous souvenez, c'était un ministre de la Santé et puis les médecins, bien sûr, ça nous intéresse. On aura également, et on est très heureux de l'avoir, d'ici un quart d'heure, 20 minutes, on aura Benoît Weber. C'est professeur Benoît Weber. Il est le chef du service réanimation chirurgicale au CHU de Rouen. Préparez vos questions, c'est parti. La une du jour, Thierry Rabillet, la Normandie solidaire, titre positif. Exactement, et puis on n'est pas surpris que les Normands sont solidaires. D'ailleurs, il y a également, d'Air de Paris-Normandie, une succession de petits portraits de gens, des anonymes, des gens qui travaillent dans différentes fonctions, qui sont sur le pont en cette période, des infirmiers, des gendarmes, des buralistes, des boulangers, des pharmaciens, des pharmaciennes. C'est la quatrième dont parlait Thierry. Donc on est un petit peu synchro entre la une et la DER sur cette solidarité des Normands à tous les instants. Et la une, pour revenir à la une, Sylvain, on parle de la solidarité du milieu médical normand. On aura tout à l'heure le professeur Benoît Weber, il pourra nous expliquer plus en détail, puisque lui, il est au cœur du sujet, sur l'hospitalisation de patients venant d'Île-de-France dans le service réa du CHU de Rouen. Donc là, on explique ce transfert de patients, une cinquantaine qui sont annoncés. Ça a commencé le 1er avril, ça va continuer tout le week-end. Et on va avoir des explications du professeur Weber qui va expliquer dans quelles conditions, comment on médicalise des transports, que ce soit par voie aérienne ou par voie ferroviaire, comme on l'a vu avec les TGV de l'Est. Pour la Normandie, c'est la voie des airs qui a été choisie. C'est beaucoup plus facile en hélicoptère ou en avion sur le CHU qui a une base d'hélicoptère et aussi sur l'aéroport de Caen-Carpiquet, puisqu'il y a une vingtaine aussi de patients qui sont hospitalisés au CHU de Caen, dans les deux grands centres hospitaliers normands. Donc on voit comme chaque jour, Thierry. Oui, un éclairage aussi sur le centre Becquerel qui continue ses activités avec l'interview très intéressante du professeur Vera qui explique dans quelles conditions les soignants de Becquerel accueillent les patients qui ont besoin de continuer leur traitement en cette période. Nous avons aussi un reportage aussi sur les gens qui assurent le transport des marchandises par la voie ferroviaire, le quotidien d'un enseignant. Nous avons aussi une opération aussi solidaire avec les hôpitaux normands, avec Paris-Normandie, c'est-à-dire que tous les magazines qui sont plus vendables chez les buralistes, ceux qui ne repartent pas chez les éditeurs, vont être distribués dans tous les hôpitaux de Normandie avec le réseau de Paris-Normandie afin de donner de la lecture gratuite aux patients hospitalisés. Ensuite, nous avons aussi le sujet sur la Poste qui va reprendre une tournée 4 fois par semaine à partir de lundi au lieu de 3. On sait que le service public est très décrié au niveau de la distribution du courrier et des colis et de la presse en cette période. Ils avaient choisi de distribuer que 3 fois par semaine. On va revenir à 4. Nous avons un beau reportage aussi très intéressant à Manéglise, près du Havre, un petit village où les petits commerces finalement tiennent le choc et revoient une clientèle qu'ils avaient oubliée, une clientèle qu'ils avaient délaissée au profit des grands centres commerciaux. Donc on voit quelque part cette crise aussi modifie aussi notre façon de consommer. Donc tout ça, vous pouvez le lire dans Paris-Normandie aujourd'hui, vendredi 3 avril. Et on prépare déjà l'édition du 4, celle du 5 et du 6, car l'actualité ne s'arrête jamais. Et à Paris-Normandie, on est sur le pont 7 jours sur 7. Voilà, un numéro de 48 pages. Thierry, si je peux me permettre, on voit que c'est vous le rédacteur en chef, parce que vous êtes le seul de nous trois à avoir une veste. J'essaye de Voilà. garder un petit peu le cadre. Non, mais pourquoi je vous dis ça? Encore une fois, on est un peu plus en mode détente ce vendredi, parce que toute la semaine, il y a eu des petites plaisanteries sur les chemises d'Adrien. Et là, aujourd'hui, d'Anthony, pardon. Et là, on ne l'a pas fait exprès, mais on a le même dress code, Anthony. Ah oui, mais il faut qu'on se coordonne. C'est un hasard. Je précise que vous pouvez nous contacter, vous pouvez
pour nous appeler, pour nous envoyer des vidéos. Tout à l'heure, vous verrez, une internaute nous a envoyé cette vidéo suite aux appels que nous faisons sur cette antenne. C'est très sympa, elle a été inspirée, c'est une grand-mère, elle a été inspirée par ses petites filles, et puis elle a inventé une chanson sur le confinement au piano. Va s'inscrire à l'antenne les éléments qui vous permettent de nous joindre pour la semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi. Eh bien, passez dans l'émission, puisqu'on la fabrique ensemble, on la produit ensemble, si je puis dire, vous et nous. Et puis pendant qu'on regarde cela, je vous interroge, messieurs, sur ce que vous avez pensé, puisque c'est une question d'internaute qui nous est parvenue. C'est Mathieu qui nous demande: qu'avez-vous pensé de la prestation d'Édouard Philippe hier soir? Elle a été très transparente, très claire. On a vraiment la stature d'un homme d'État qui a les choses en main. C'est pas de la flagornerie. Il a dit les choses telles qu'il les pense, telles qu'il les imagine, et il n'a pas essayé de rassurer pour rassurer les Français. Lorsqu'il parle d'une période de confinement qui va aller au-delà du 15 avril, on est forcément dans le vrai et il faut s'y attendre. Quand il parle d'un déconfinement qui ne sera pas total d'un seul coup, tout d'un coup au mois de mai, on va tous être dehors, c'est pas possible. On va être par classe d'âge, sûrement par région. Donc il a donné des données très précises. Il a dit effectivement on manque de masques, il y a une production d'appareils de réanimation qui est en cours par des industriels français. Il a parlé aussi de cette surenchère qui est faite aussi sur l'achat de masques en Chine, notamment cette guerre franco-américaine, mais aussi les Français, on a aussi, a priori aussi, volé des masques aussi à la Suède. Donc on voit que c'est un petit peu cette mondialisation à outrance porte ses limites aujourd'hui. Et donc Édouard Philippe, hier, pendant 1h30, il a tenu un discours de vérité. Et effectivement, c'était pas de la science-fiction, c'était pas de la télé-réalité, c'était vraiment un langage de vérité. Donc, en conclusion, le Premier ministre vous a convaincu? Il m'a convaincu dans le sens où il a apporté des réponses plutôt claires. Aujourd'hui, on voit que Jean-Michel Blanquer, à 11h, a dit que le bac n'aurait pas lieu. C'est que globalement, Édouard Philippe disait la même chose hier. Il avait amorcé ce schéma vers un bac en contrôle continu total. Et Jean-Michel Blanquer, à 11h, a annoncé effectivement que le bac, le brevet des collèges, tous les examens seront obtenus cette année avec du contrôle continu. Pas de devoir sur table. Bien, chers amis qui nous suivez sur Facebook notamment et pas seulement, eh bien, je vous avais annoncé aujourd'hui dans Ligne Directe la présence de Philippe Douste-Blazy, médecin, ex-ministre de la Santé. Monsieur le ministre, puisqu'on continue à vous appeler comme ça, bonjour. 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 Merci Bonjour, beaucoup. monsieur le ministre. Je précise d'ailleurs que vous étiez, monsieur le ministre, dans les pages de Paris-Normandie. C'était jeudi, hein, c'était hier. Vous étiez, il y avait une double page d'entretien réalisée par Anthony Quindroy. Et on est très heureux de vous avoir en direct. Je laisse Thierry Rabier et Anthony J'ai Quindroy. laissé Anthony, puisqu'il va prolonger l'entretien qu'il avait eu avec vous par téléphone. Et là, il va en faire profiter tous les auditeurs de Paris-Normandie. Philippe Douste-Blazy, bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Lignes Ouvertes. Vous êtes un soutien important pour le professeur Raoult qui défend l'utilisation de la chloroquine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, en fait, nous sommes dans une situation sanitaire sans précédent. Nous avons eu encore hier 355 personnes qui sont rentrées en réanimation. Nous avons à peu près entre 400 et 500 morts par jour. Bref, c'est une guerre. Alors, il est évident qu'à la guerre, nous sommes obligés de ne pas attendre qu'il y ait des idées absolument parfaites, que tout soit sûr. Il faut parfois être un peu empirique. Donc nous avons aujourd'hui plusieurs éléments qui nous font dire que le professeur Raoult a beaucoup avancé. Premièrement, il a prouvé qu'il n'y a plus de virus. La charge virale disparaît en 5 jours avec son association médicamenteuse plaquenil-azithromycine. Ça veut dire que les malades ne sont plus contagieux. Donc c'est important pour le malade, mais c'est important aussi pour le collectif. Deuxièmement, il a montré que ces malades étaient très améliorés et ne s'aggravaient pas. Et enfin, le taux de mortalité que les agences régionales de santé relèvent tous les jours en France montre qu'à Marseille, il y a un taux de mortalité particulièrement bas. Ensuite, il y a une étude chinoise qui vient de sortir il y a 3-4 jours qui montre que, cette fois-ci, il y avait un groupe témoin qui montre que l'azithromycine plus l'hydroxychloroquine, que l'hydroxychloroquine seule diminue les complications, au fond, le nombre de complications de cette maladie. Et enfin, pour terminer, et pardon d'être un peu long, l'agence du médicament américaine, la FDA, c'est-à-dire l'agence du médicament la plus sévère,
la plus rigoureuse au monde, vient de permettre à toutes les pharmacies hospitalières des États-Unis d'avoir de l'hydroxychloroquine pour les médecins et surtout pour traiter les malades le plus précocement possible, parce que vite on donne le traitement, plus il est efficace. Or, malheureusement, dans notre pays, on ne le réserve qu'aux personnes qui ont des formes très sévères, avec pneumonie bilatérale et insuffisance respiratoire, des maladies des malades où on sait que l'hydroxychloroquine ne marche pas. Monsieur le ministre, j'ai une question là qui s'adresse plus aux cardiologues que vous êtes aussi, parce qu'il ne faut pas oublier Oui. que vous êtes avant tout un praticien. On parle beaucoup des effets secondaires potentiels de la chloroquine. Il y a environ en France 10 millions de Français qui souffrent d'hypertension. Il y en a à peu près 3 millions qui sont suivis et qui sont traités avec différents médicaments. Est-ce qu'on peut prescrire sans danger de la chloroquine à des Français qui souffrent d'hypertension ? Oui, alors la première des choses, d'abord, c'est qu'il ne faut pas s'automédiquer. Ça, c'est le plus important, parce qu'on parle beaucoup de l'hydroxychloroquine, du plaquenil, que l'on donne d'ailleurs à beaucoup de malades. Actuellement, les gens qui sont des lupus, par exemple, prennent du plaquenil sans jamais de problème, d'ailleurs. Bon. Mais enfin, il ne faut pas s'automédiquer, parce qu'il y a des complications qui peuvent être cardiologiques, en particulier au niveau des troubles du rythme, même si elles sont extrêmement rares. Il faut donc, ma conclusion, c'est que c'est un médecin qui doit prescrire, après avoir fait un électrocardiogramme, d'hydroxychloroquine. Ensuite, donc vous ne voyez pas d'incompatibilité entre les médicaments type atorvastatine, type ramipril, qui sont généralement donnés aux personnes qui souffrent d'hypertension, et si on associait ces molécules-là avec de la chloroquine? Non, mais par contre, attention, par exemple, au séroplex, vous voyez, que l'on peut donner pour des états dépressifs. Donc c'est vraiment le médecin qui doit le faire, et certainement pas, ni d'ailleurs dans une radio comme on le fait aujourd'hui, mais on le fait via des médecins, parce que les médecins ont fait 10 ans d'études. C'est la raison pour laquelle je demande au ministre de la Santé de modifier le décret. Et les médecins sont tous suffisamment, enfin c'est pas suffisamment, ils sont extrêmement compétents, ils ont fait 10 ans d'études, ils peuvent savoir si un malade peut ou pas avoir de l'hydroxychloroquine. S'il le souhaite, alors âme et conscience. Philippe Douste-Blazy, pardonnez peut-être cette question un peu simple, mais encore une fois, elle nous est posée par un internaute et qui se fait certainement l'écho d'un certain nombre de ceux qui nous écoutent. Pourquoi tant de querelles de clochers à ce sujet ? Ça, j'avoue que c'est incompréhensible pour moi. C'est quelque chose qui est extrêmement grave d'ailleurs, parce que je me mets à la place de gens qui ne sont pas médecins, qui ne sont pas scientifiques, et pire, devant ceux qui sont malades ou qui ont des malades dans leur famille. C'est le seul pays au monde, en fait, en réalité, où nous avons ce débat. Je ne le comprends pas. Je ne comprends pas. Je pense que le conseil scientifique qui est autour du président, parce que le président de la République et le Premier ministre ne sont pour rien dans cette affaire. En fait, c'est le conseil scientifique qui leur donne des avis, et dans la mesure où ils ont choisi ce conseil scientifique, ils peuvent rien faire d'autre. La question est assez simple. Est-ce que, oui ou non, il y a des groupes contrôle et que c'est un remède miracle et que c'est totalement prouvé? La réponse est non. Par contre, il y a beaucoup de choses qui nous font dire, comme je l'ai dit au début de l'émission, que si on le prend au début, il y a beaucoup d'indices pour dire que ça fait du bien, en tout cas ça ne fait pas de mal. Donc, je pense que dans ces conditions-là, puisque nous sommes vraiment avec rien, on ne donne rien à ces malades, on leur donne du Doliprane lorsqu'il y a de la température et lorsqu'il y a des maux de tête et des courbatures. Mais sinon, on donne rien. Donc entre rien et un faisceau d'arguments que je viens d'aborder, je pense qu'il n'y a pas photo. Il faut bien évidemment, mais sans s'automédiquer et en demandant à son médecin, le prendre. La question, c'est que le médecin ne peut pas le donner aujourd'hui puisqu'il n'en a pas le droit. Et l'utilisation de ce médicament en préventif, comme on le fait pour les gens qui partent en zone affectée par le paludisme? Alors, ça non, parce que ça n'a absolument pas été prouvé. Et ça, par contre, je le déconseillerais, par contre, parce que ça n'a jamais été prouvé. Peut-être qu'un jour, ce sera prouvé, mais là, il n'y a pas d'études là-dessus et personne ne l'a jamais fait. Oui, est-ce qu'on a vu des comportements un petit peu hystériques de gens qui veulent aller chez le pharmacien et demander du plaquenil en préventif alors qu'ils n'avaient aucun symptôme
Oui, alors ça, concernant le c'est à Covid. déconseiller totalement. Il faut quand même savoir que l'hydroxychloroquine, c'est à la fois, évidemment, un dérivé de la quinine, de la nivaquine, qui a été donné à plus d'1 milliard d'êtres humains sans jamais qu'il y ait trop d'accidents. Bon, d'accord. Mais en même temps, c'est un vrai médicament. Donc, c'est un médicament qui a des contre-indications. Il faut faire attention à des interactions médicamenteuses, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il peut y avoir des complications cardiaques. Donc, c'est vraiment une prescription médicale lorsque on a la maladie. Est-ce que vous avez des éléments concernant des malades lupiques qui étaient traités par chloroquine déjà depuis quelques années? Vraisemblablement, de ce que me disait un spécialiste de santé ce matin, les patients lupiques traités par chloroquine, il n'y en a aucun qui a développé des symptômes du Covid. Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez ou que... C'est vrai. C'est quelque chose qui est une publication qui est passée récemment. Excusez-moi, Monsieur le Ministre, on peut peut-être expliciter pour tous ceux qui ne sont pas totalement au fait de ce que ça signifie? Des patients qui sont traités pour un lupus, qui ont une maladie auto-immune, qui sont traités par hydroxychloroquine déjà, ou par plaquenil, voilà, et il y a des études qui ont été menées et qui vraisemblablement mettent en avant le fait que ces patients-là n'ont pas eu de Covid-19 jusqu'ici. Oui, alors, ceci étant, il faut faire très attention parce que je suis épidémiologiste et donc le nombre de gens, Dieu merci, qui ont un lupus sont très rares. Donc, il faudrait être sûr que nous soyons dans une population. Par exemple, si à Mulhouse, il faudrait regarder à Mulhouse quel est le pourcentage, on le saura d'ailleurs un jour avec les tests sérologiques, combien de personnes ont eu des anticorps, c'est-à-dire des gens qui ont été au contact du virus. Imaginons qu'on arrive à 60%, il faudra regarder si en effet 0% des lupus ont été Covid plus. Mais ça, c'est trop tôt pour le savoir. En tout cas, c'est vrai que c'est intéressant de voir que aucune personne qui est traitée aujourd'hui pour un lupus par l'hydroxychloroquine n'a été atteinte. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, peut-être une dernière question. On va regarder l'avenir. Qu'est-ce que votre expérience de praticien, additionnée à votre expérience de ministre, additionnée à ce que vous observez aujourd'hui, qu'est-ce que tout cela conjugué provoque en vous, s'agissant de l'avenir que nous pouvons tous regarder en nous interrogeant? Non, moi, ce qui me pose un problème, au fond, c'est que je me souviens très bien au Conseil des ministres, le président Chirac, en 2006, même en 2004, demandant, écoutez, il faut vraiment qu'on réfléchisse à ces problèmes de masques et à ces problèmes de traitement antibactérien s'il nous arrive une attaque bactériologique ou terroriste ou une nouvelle épidémie. Et je me souviens qu'a été mis en place pendant 2-3 ans une réflexion qui a abouti à un organisme public avec 1,2 milliard de masques. Bon. Aujourd'hui, là, on peut se dire quand même qu'on a un souci de cohérence politique, puisque ce stock est passé à 250 millions, et là, il va falloir savoir pourquoi, en effet, mais je trouve que l'absence, si vous voulez, de vision stratégique de notre pays et de l'Union européenne en général, sur, d'abord, ces problèmes d'épidémie ou même d'attaques bactériologiques terroristes ou virologiques. Deuxièmement, le fait qu'on ait laissé partir toute l'industrie pharmaceutique, en gros, à part Sanofi et Servier, mais quand même... Justement, est-ce que lorsque vous étiez aux affaires, cette question de l'autonomie sanitaire de la France se posait? Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que l'Inde ferme ses frontières, les industries pharmaceutiques vont avoir des soucis pour pouvoir se faire livrer en principe actif. Est-ce que cette question de l'autonomie sanitaire vous se posait lorsque vous étiez aux responsabilités? Alors, c'est arrivé une fois où, je me souviens très bien, nous avons appris que Sanofi a été l'objet d'une OPA hostile d'un autre laboratoire pharmaceutique étranger, qui est dans l'Europe, mais qui n'est pas de l'Union européenne. Bon, mais je ne dirai pas son nom. Et je me souviens très bien en avoir parlé immédiatement au président, et qui, avec son cabinet, a trouvé un article de la Constitution disant que l'État pouvait immédiatement exclure toute OPA d'une entreprise qui
appartenait à la souveraineté et à la défense. C'est-à-dire que Sanofi fait des vaccins. Et donc, si une entreprise étrangère prenait Sanofi, ça voudrait dire qu'on n'était plus du tout indépendant en termes de vaccins. Eh bien, ce qu'on a fait ce jour-là, et on a réussi à le faire, on n'a pas eu cette réflexion pour les chimiothérapies, pour le Doliprane, pour des médicaments, des antibiotiques. Et donc, si demain la Chine et l'Inde nous fermaient les portes, nous pourrions avoir une catastrophe sanitaire. Il faut donc maintenant revenir à une souveraineté européenne en termes de santé. Merci. Bien, merci. Et peut-être à une prochaine fois sur ce plateau, parce Avec plaisir. que la période va continuer à être complexe, je pense, pendant des semaines encore. Merci, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Au revoir. Je Oui. rebondis juste Oui. sur ce que vient de dire Philippe Douste-Blazy. C'était d'ailleurs ce que vous disiez également dans une interview récemment, c'est-à-dire l'autonomie sanitaire qu'on a complètement perdue ces dernières années en France. Exactement, elle a été mise en danger. Et effectivement, aujourd'hui, on est très inquiet, ce que dit exactement Philippe Douste-Blazy sur l'incapacité de nos industries pharmaceutiques à produire certains des médicaments, parce que nous manquerions de principes actifs qui sont produits quasiment à 90% en Inde ou en Chine. C'est un vrai problème et qui peut mettre en danger la vie de millions de personnes en Europe et en France. Et on a le même problème d'ailleurs avec les masques en ce moment. Enfin voilà, on sent que comme tout est parti à l'étranger, le problème c'est que dès qu'on en a un besoin urgent, on n'arrive plus à assurer derrière. Édouard Philippe en a parlé hier, la polémique autour des masques qui sont rachetés directement à la sortie de l'avion. Enfin, voilà, ça Mais il faudra que ça soit suivi des faits. Quand Emmanuel Macron a visité aussi une usine de masques à Angers, il a reparlé de la relocalisation de certaines industries en France. Il y a des annonces, il y a des souhaits. Il va falloir aussi que l'État et les industriels se mettent autour de la table et qu'on reconstitue une filière dans certains secteurs qu'on a laissé partir à l'étranger. Dans quelques instants, nous allons pouvoir dialoguer. Vous allez pouvoir aussi poser vos questions au professeur Benoît Weber, chef du service réanimation chirurgicale au CHU de Rouen. Une question d'ailleurs est déjà arrivée, hein, je l'ai notée, on va la poser au professeur. Dans quelques minutes seulement, on vous propose une petite respiration, vous montrer en 1 minute 30 ce qu'est le métier de porteur la nuit du journal Paris-Normandie, puisque Thierry Rabillet, pour acheminer ce journal toutes les nuits et chaque jour de l'année dans la boîte aux lettres de tous ceux qui sont abonnés, eh bien 180 porteurs parcourent les rues et chemins de Seine-Maritime et de l'Eure. Exactement, ils travaillent très tôt le matin pour que vous ayez le matin au petit déjeuner votre journal dans votre boîte aux lettres. Voilà, regardez quelques images et juste après on aura le professeur Weber. Un petit mot là, je peux vous le montrer avec une porteuse à vue. Voilà. Alors là, je sais pas ce qu'elle a mis. Voilà, ça c'est le genre c'est des petits mots qu'on retrouve sur les boîtes aux lettres, par exemple, le même genre. Voilà. Ça c'est un mot qui date d'hier sur mon Saint-Étienne. Et ça vient de plus en plus, hein. C'est de plus en plus par jour qu'on en retrouve. Là après, la suite c'est qu'on attend les journaux, parce qu'ils arrivent, donc je pense qu'ils vont pas tarder. Et bien les journaux. Donc je vais en plier un petit peu avant de partir. Ça avance parce qu'il y en a que je mets directement sans sortir de la voiture. Donc je monte sur les trottoirs et puis moi ça va faire 7 ans. Du coup, qu'est-ce qui vous plaît dans ce... C'est de faire un petit boulot la nuit qui ne me perturbe pas mes journées. Et puis faut pas non plus se le cacher, ça fait un complément de retraite. Ça m'occupe la nuit, puis en temps normal, on rentre des journaux, moi je rentre, il est 6h30, 7h, et puis à partir, je me rallonge un petit peu, quoi. Mais à partir de 9h, j'attaque ma journée de retraité, et là, je suis pas emmerdé. Voilà, pour moi, on peut décoller. Alors là, moi, la tournée, 3h30. Ça fait 210 journaux à peu près. Ah ouais. Du coup, vous commencez à quelle heure en général donc, c'est cette heure-là, normalement 3h. Donc on récupère nos paquets de journaux et puis chacun sa tournée, quoi. Voilà, donc ça c'est mon premier, tu vois. C'est mon premier sûr. Mais j'ai pas la chance de les faire tous comme ça. Il y a des fois, il faut descendre de voiture.
Voilà, retrouvez donc, c'était inscrit sur votre écran, l'intégralité de ce reportage. Il sera à voir sur pntv.fr, Paris Normandie Télévision, pntv.fr, aujourd'hui même à partir de 15h, si vous voulez voir un reportage de 5 minutes, en savoir plus sur ces hommes de la nuit qui acheminent le journal Paris Normandie dans toutes les boîtes aux lettres. Bienvenue à Thomas Dubois. Bonjour messieurs, Bonjour Sylvain. Voilà, très heureux vous êtes très raccord. De vous parfait. retrouver. Oui, on est raccord. Oui. Très heureux de vous retrouver, Thomas. Et nous poursuivons. Et donc, vous qui nous suivez, n'hésitez pas à envoyer vos questions au professeur Benoît Weber. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur le plateau de Ligne Ouverte. Vous êtes donc le médecin-chef réanimateur du service chirurgical du CHU de Rouen et on est très intéressé par l'échange que nous allons avoir. Je laisse Anthony ou Thomas débuter avec vous. Professeur Weber, bonjour. Merci de nous rejoindre sur le direct de Lignes Ouvertes. Vous avez accordé une interview à Paris Normandie il y a déjà une dizaine de jours. À l'époque, il s'agissait d'évoquer l'attente, la préparation en tout cas face à ce pic ou à cette arrivée du Covid-19 massif dans la région. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est sur les moyens qui sont mis en œuvre? Est-ce qu'à l'époque, vous me disiez que la situation était sous contrôle? Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Oui, écoutez, oui, la situation est sous contrôle, mais effectivement, la vague nous est arrivée par l'ouest, essentiellement sur Évreux. Il nous a fallu aider à plusieurs reprises. Et puis maintenant, un petit peu sur le reste de la région Haute-Normandie. Pour peut-être vous donner une vision complète de la situation, le CHU dispose de 4 réanimations adultes, une réanimation médicale, une réanimation chirurgicale que je coordonne, et 2 réanimations spécialisées, neurochirurgicales et cardio-chirurgicales. Actuellement, les 2 réanimations médicales et chirurgicales sont 100% en charge de patients Covid positifs. Ça représente combien de lits Ça représente combien de lits à peu près? Ça représente une quarantaine de lits, mais ça n'a pas suffi. Nous avons actuellement 66 patients Covid plus en réanimation. Et donc nous avons mis à disposition les moyens de l'anesthésie. Et nous avons ouvert des lits de réanimation en simple réveil pour nous étendre et disposer d'un capacité plus important. Les 2 réanimations neurochirurgicales et cardio-chirurgicales sont devenues des réanimations polyvalentes qui assurent le besoin de réanimation des patients qui ne sont pas infectés, parce que bien sûr, il y en a encore, et il faut continuer à pouvoir opérer des patients quand c'est urgent. Et donc, nous avons maintenu ces réanimations seulement non Covid, ainsi qu'une salle de réveil qui est étendue en réanimation pour les patients non Covid. Cette situation... Donc nous disposons actuellement d'un capacitaire de 90 lits à peu près pour les patients Covid, avec 70 patients hospitalisés. Qu'en est-il de la situation autour de la chloroquine? Vous étiez un peu sceptique il y a une dizaine de jours, justement, dans l'interview qui a été donnée à Paris Normandie. Enfin, pas sceptique, mais en tout cas, vous appeliez à la prudence. Aujourd'hui, le Haut Conseil de santé permet l'utilisation de la chloroquine dans certains cas. Qu'en est-il au CHU et quelle est votre position sur ce traitement? C'est une question effectivement d'actualité. Nous pensons, mais beaucoup de médecins pensent que la démonstration de l'efficacité de la chloroquine est en cours, est à faire. Il y a une grande étude nationale qui est en cours et qui va répondre d'ici, on espère, quelques jours, ou 2-3 semaines au maximum, à cette question. Et on aura réellement la preuve ou pas, d'ailleurs, de l'efficacité de ce médicament. Actuellement, dans les formes graves, il ne paraît pas très pertinent parce qu'il a un certain d'effets secondaires qui viennent se rajouter. S'il y a peut-être une place, c'est pour les formes de moyenne gravité, et ça, c'est plutôt les médecins infectiologues qui le prescrivent en amont de la réanimation. Actuellement, au CHU de Rouen, on utilise surtout un antirétroviral dans ces formes-là pour essayer d'avoir un impact direct sur la réplication du virus, puisque la première semaine de la maladie est une maladie très stable. Professeur, si vous pouvez peut-être essayer de bouger un peu pour tenter que la liaison soit un petit peu meilleure, je vous en remercie d'avance. Quelques questions des internautes. Première question, la Normandie va-t-elle échapper à la vague, selon vous? Alors, la Normandie va peut-être pas échapper à la vague, mais est-ce que c'est mieux pour vous?
Écoutez, là, Allô on a une liaison qui est moins bonne. Est-ce qu'on est sur un téléphone fixe ou portable? On est Là, sur vous un êtes sur portable. mon portable. Est-ce que auriez-vous une ligne fixe à portée de la main? Oui, je vais avoir le fixe. Alors à ce moment-là, je laisse la régie peut-être voir avec vous parce que on a encore beaucoup de choses très intéressantes à voir ensemble. Oui. Je laisse la régie voir avec vous pour qu'on vous reconnecte avec un numéro de fixe pour qu'on soit beaucoup plus confortable. Je vous dis à tout de suite, professeur. Oui. Merci beaucoup. En attendant, on va peut-être lancer un petit sujet sur les gens de la rue. D'ailleurs, on est allé à la rencontre hier. Martin Torrent de notre équipe est allé à la rencontre des gens qui sont dans la rue. Il a tendu le micro. Que faites-vous dans la rue? Tenez, regardez. Là, je me promène, j'utilise mon heure, et puis c'est l'heure de sortie. Je viens de faire mes courses, chercher mon petit pain en même temps. Je vais à mon ancienne adresse récupérer tout simplement le courrier. Je vais faire mes courses. Je vais faire les courses. Là, je sors tous les jours pour mon travail, mais sans quoi je sors pas. Je reste chez moi. Tous les jours, une fois par jour. Pour promener essentiellement, et puis si c'est nécessaire, les commissions. On a fait les deux en même temps. Parce qu'on n'en peut plus d'être enfermé. Oui. On sort une fois toutes les semaines. Ouais, on sort une fois, on peut juste marcher genre 30 minutes. C'est la deuxième fois cette semaine que je sors. Et j'aimerais sortir beaucoup plus. J'espère que le confinement s'arrêtera bientôt. Maintenant, ça durera aussi longtemps qu'il faudra, je pense. 3-4 fois, c'est une fois par jour, quoi. Mais maintenant, je vais rester confinée chez moi. On n'a pas vraiment le choix. Je pense que c'est une décision relativement intelligente de se protéger et de protéger les autres. Pour être honnête, pour moi ça change pas grand chose parce que je travaille déjà chez moi, donc en fait c'est juste contraignant par rapport aux promenades, tout ça, et puis aux loisirs. Bien, ça va. Voilà, ça va. Bien. Voilà, merci à Martin Torrent pour ce reportage. Et pendant ces images, on a rétabli la liaison avec le professeur Weber. Vous nous entendez, professeur? Oui, parfaitement. Voilà, merci beaucoup. Oui, on en était, et je reprends là où on était de notre échange. La Normandie va-t-elle échapper à la vague? C'était une question d'internaute. Oui, c'est une question fondamentale. J'espère, et on a pas mal d'arguments pour le penser, que la vague va être atténuée. On a des cas normands qui se présentent à nous et que nous prenons en charge, non seulement au CHU, mais d'ailleurs dans tous les hôpitaux de la région et donc de la Normandie orientale. On a mis en place une cellule de coordination des réanimations sur la Haute-Normandie, et donc on travaille en lien avec les réanimations du Havre, de Dieppe, d'Elbeuf et d'Évreux pour coordonner tout ça. Il y a des patients qui sont normands, qui sont pris en charge actuellement. L'impression qu'on a, c'est que le confinement est en train de porter ses fruits. Et donc j'appelle tous ceux qui nous écoutent à continuer à se confiner, parce que ça va nous éviter d'être débordés. On a eu une début de prise en charge avec des patients nombreux, on a pris jusqu'à 10 patients par jour, et là on est plutôt sur 2 patients par jour, et moins de patients hospitalisés et passant aux urgences, hospitalisés dans les lits médicaux dédiés à la prise en charge des patients Covid. Et donc on a l'impression qu'on a atteint un plateau et que c'est en train de se réguler et peut-être de baisser. Et donc surtout, il faut maintenir le confinement. Concernant la réanimation, il y avait une inquiétude qui s'est manifestée là depuis quelques temps sur la crainte, la pénurie peut-être de médicaments indispensables à la réanimation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet et sur la situation ici localement, régionalement? Oui, il y a une alerte nationale effectivement sur certains médicaments, notamment ceux qui servent à faire dormir les patients et à leur permettre d'être parfaitement adaptés aux respirateurs quand ils en ont besoin. Nous n'en manquons pas actuellement à Rouen, notre pharmacien a anticipé. C'est vrai que les chaînes de production sont en flux tendu et que la consommation est évidemment très supérieure à ce qui se fait habituellement, ce qui fait que l'industrie pharmaceutique a un peu de mal à suivre la demande nationale. Pour l'instant, en Normandie, il n'y a pas de difficulté. Les médecins anesthésistes réanimateurs ont l'habitude d'utiliser différents médicaments, et donc on pourrait être amené à changer de type de médicament de la sédation si c'était nécessaire.
voilà, pour l'instant, les Normands bénéficieront des médicaments habituels et recommandés dans cette indication. Professeur, est-il vrai, question d'internaute également, est-il vrai que l'on récupère des malades en provenance de l'Île-de-France ? Oui, tout à fait. On récupère des malades en provenance de l'Île-de-France. Les nouvelles qu'on a eues de l'Île-de-France étaient très très préoccupantes, avec une saturation complète des possibilités d'accès à la réanimation. Il nous a été demandé par le ministère, par l'ARS, de les aider. Et dans la mesure où on avait l'impression que notre flux était contrôlé et plutôt décroissant, on a pris en charge des patients de l'Île-de-France. La demande est arrivée mercredi. On a pris 4 patients mercredi soir, 5 hier sur le CHU, et au total sur la Haute-Normandie, 18 patients ont été pris en charge en provenance de l'Île-de-France. Merci pour cette réponse. Autre question, quelles précautions particulières est prise ou seraient prises au pluriel en pédiatrie pour les enfants hospitalisés qui sont déjà sous bulle ? Alors ça c'est une question plus pour les pédiatres que pour le réanimateur que je suis, réanimateur adulte, mais on sait parfaitement détruire ce virus par soit les antiseptiques, soit les produits de nettoyage qui sont virucides. Et donc les patients sous bulle ou les patients en chimiothérapie, et les petits bébés en service d'hématologie pédiatrique sont protégés par l'ensemble des mesures barrières qui sont parfaitement efficaces contre le virus. Il faut évidemment que les familles qui seraient amenées à venir voir ces enfants soient très vigilantes à respecter les consignes qui leur seraient données par les équipes soignantes. Benoît Weber, vous êtes doyen de la faculté de médecine. On parlait tout à l'heure de la Normandie solidaire. On voit que les étudiants, les internes sont mobilisés, notamment là sur le centre qui vient d'ouvrir dans la salle du 106. Comment sont-ils répartis ? Comment ça se passe aujourd'hui pour les étudiants en médecine qui souhaitent se mobiliser ? Alors, effectivement, je suis doyen de la faculté, donc à ce titre, j'ai mobilisé les moyens de l'UFR Santé pour aider à résoudre cette crise. Les étudiants en médecine sont répartis dans ce qu'on appelle une sorte de réserve sanitaire des étudiants. Donc il y a ceux qui sont normalement en stage et qui sont envoyés en stage avec une modification des terrains de stage en fonction des besoins là qui se sont exprimés. Et puis il y a ceux qui ne sont pas en stage qu'on sollicite. Ils sont envoyés sur le 106, mais pas que. On en a envoyé dans des maisons de santé pluriprofessionnelles pour aider les collègues médecins généralistes qui sont en première ligne. On en a envoyé à ce qu'on appelle la PAS, qui est la structure d'accueil et de prise en charge des sans-abri. On en a envoyé dans les régulations des SAMU pour aider à la réponse téléphonique, que ce soit à Évreux, à Rouen et au Havre, bien sûr. Oui, professeur, je prends des questions des internautes pour essayer d'y répondre le plus rapidement possible une fois qu'ils les aient posées. Je vous en remercie. Question simple, en masque, où en sommes-nous ? Alors, en masque, on n'a pas de difficulté au jour d'aujourd'hui au CHU et dans les hôpitaux. Il peut y avoir des difficultés ailleurs. Nous avons une consommation qui est de l'ordre de 40 000 masques hebdomadaires et on a eu une dotation de 100 000 masques il y a une semaine et qui sera renouvelée. Donc c'est pas là-dessus qu'on manque de moyens de protection. Oui. Pardon, Benoît Weber. En termes d'oxygène, en termes de respirateurs, on en est où également au niveau de tout ce qui est matériel ? En termes d'oxygène, on avait monté les réserves avant l'arrivée de la vague. Air Liquide est présent en Normandie. On est alimenté tout à fait régulièrement. Il n'y a pas de risque connu au jour d'aujourd'hui de manquer d'oxygène. En termes de respirateurs, comme je vous l'ai expliqué, on a mobilisé tous les moyens de l'anesthésie, en plus de ceux des services de réanimation. Et donc, tous les lits dont je vous ai parlé sont équipés du matériel de ventilation et on ne manque pas de respirateurs pour les patients qui sont tellement pris en charge. Et on a encore de la marge. Évidemment, si la vague ne s'arrête pas, et c'est pour ça que le confinement est important, on pourrait, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, aboutir à une situation plus critique. Les hôpitaux périphériques sont suivis de très près et on mutualise nos moyens. Et donc, il n'y a pas de manque de respirateurs en Haute-Normandie actuellement. Question toujours délicate qui fait débat, mais la question est posée sur le web, alors je vous la retransmets. Selon vous, le confinement devrait durer combien de temps ? Alors ça, c'est une question effectivement très délicate. Je comprends bien qu'elle intéresse tout le monde. À l'idéal. On ne peut pas...
imaginer un déconfinement avant le mois de mai, ça c'est une évidence. Il est possible que ça dure encore en mai. J'ai eu un contact récemment avec le ministère de l'Enseignement supérieur, puisque moi je suis inquiet pour les examens de fin d'année, évidemment, en tant que doyen. La réponse qui m'a été faite est que le déconfinement sera progressif et que peut-être que pour les étudiants, il serait plus tardif que pour certaines autres catégories de professionnels. Il y aura probablement un déconfinement progressif, soit région par région, soit catégorie professionnelle par catégorie professionnelle. Il ne faut pas que les Normands imaginent un déconfinement au plus tôt avant le mois de mai, et peut-être que ça sera plus tardif. Oui, question très concrète pour vous, professeur. Qu'est-ce que vous rencontrez quotidiennement comme problème le plus important, d'une part, et puis d'autre part, quels sont vos besoins les plus criants actuellement ? Alors, d'abord, je voudrais dire que on s'est organisé, bien sûr, que l'ensemble des équipes sont extrêmement mobilisées, de l'aide-soignante aux médecins, en passant par les externes, les étudiants, les internes, les infirmières, tout le monde est sur le pont et fait face. On a entièrement refondu tous les plannings, on a doublé les lignes de garde, parce que le travail a été très intense, et tout le monde fait face, je dirais, de façon remarquable. Et ça, c'est une fierté pour moi. Alors après, comme difficulté médicale, eh bien, c'est qu'à l'évidence, les patients qui sont branchés sur un appareil de ventilation, un respirateur artificiel, vont l'être pour plusieurs semaines. La durée de séjour moyenne en réanimation dans mon service est de 7 jours. Là, je pense qu'elle va plutôt être de 15 à 21 jours. Et donc, on voit bien que c'est une difficulté importante, technique. Question également, combien de personnes sont touchées par le Covid-19 parmi les soignants de Rouen ? Alors, j'avais le chiffre ce matin, et puis je ne l'ai pas sous les yeux là, assez peu somme toute. Hein, c'est de l'ordre de 70 pour 10 000 personnes employés. Hein, donc vous voyez, c'est une faible proportion, et c'est difficile de savoir s'ils sont contaminés dans leur milieu familial ou s'ils sont contaminés au travail. On a quand même l'impression que les mesures barrières, les mesures de protection sont bien efficaces quand elles sont correctement appliquées. Et puis alors peut-être une dernière question assez précise. Que pensez-vous des tests sérologiques qui vont être pratiqués sur les anticorps des personnes qui ont été atteintes par le Covid-19 ? Alors moi j'appelle vraiment de mes voeux cette capacité qu'on aurait à mesurer la réponse immunitaire et donc à s'assurer que les patients sont protégés. C'est un point extrêmement important pour qu'on puisse lever le confinement. Il faut qu'il y ait un certain nombre de gens, suffisamment dans la population, qui aient fait les anticorps pour que le virus ne recircule pas. Et puis par ailleurs, en tant que réanimateur, comme la maladie est très virale pendant la première semaine, mais que l'aggravation est plutôt vers le 7e jour, et que là c'est une maladie inflammatoire, eh bien on aurait besoin d'être sûr que les patients font des anticorps pour leur proposer des anti-inflammatoires. Et donc oui, moi j'appelle vraiment de mes voeux cette possibilité qu'on aurait à mesurer les anticorps et donc la capacité des patients à se défendre contre ce virus. Thomas Dubois. Une dernière question, oui. Le ministre de l'Éducation nationale vient d'annoncer un bac en contrôle continu. Est-ce que c'est ce qui attend globalement les étudiants en médecine et peut-être même tous les étudiants de manière générale concernés par ces examens de fin d'année ? Mais il y a deux sujets là-dessus. Il y a le sujet des concours. Il y a le concours de la première année et puis le concours de l'internat, qu'on appelle les ECN. Cela, les dates ont été fixées par le ministère après le 15 juin pour la PACES, et nous, on l'a fixé au 2 et 3 juillet pour une question de disponibilité des salles. Et le CN, nationalement, aura lieu le 6 juillet. Là, je ne vois pas très bien comment est-ce qu'on peut faire autrement que de le faire en présentiel, ce qui est évidemment un problème, puisque réuni à 1500 étudiants, il faut qu'on soit sûr que le virus ne circule plus. Et puis, il y a les examens de fin d'année des autres années. Et donc les examens de fin d'UE et de fin d'année. Et donc là, la question est posée de savoir comment est-ce qu'on va faire. On a une possibilité de le faire en numérique, ce qu'on fait déjà, mais à la faculté. Et donc la question se pose de savoir si on fera ces examens à la faculté ou en numérique à la maison, les étudiants se connectant par leur ordinateur sur une plateforme centralisée. Évidemment que les sujets ne seront pas conçus de la même façon.
si les étudiants sont à la maison, c'est-à-dire en ayant accès à des ressources pédagogiques, que si ça a lieu à la faculté, mais on peut quand même les faire passer à distance, et ça c'est une sécurité pour que les années puissent se dérouler. Ok, à suivre donc. À suivre, donc merci professeur. Merci. On va vous laisser repartir à vos activités en vous posant la dernière question qui nous vient de nos internautes fidèles qui nous suivent chaque jour. Comment va le professeur Weber? Comment allez-vous? Moi, merci beaucoup pour cette question. Écoutez, je vais très bien. Je suis bien sûr, comme tout le monde, très préoccupé. Et c'est une crise majeure qu'on traverse. C'est du jamais vu. Voilà. Mais vous allez bien? Depuis très longtemps. Mais oui, je vais bien. Je vais bien. Et merci beaucoup de m'avoir posé cette question. Voilà. Merci, professeur Weber. Et peut-être, comme le dit régulièrement Thomas Dubois, peut-être à bientôt sur notre plateau. Merci professeur. Au revoir. Voilà, on va s'approcher maintenant de la fin de cette émission progressivement, tranquillement, en étant de plus en plus léger. On va retrouver dans quelques minutes Frédéric Borghino qui va nous donner les échos du web. Et puis, vous savez, depuis 2-3 jours, on vous fait des appels. Contactez-nous par mail, par téléphone, pour nous communiquer vos expériences de confinement, vos créations aussi artistiques. Justement, une grand-mère a été inspirée par ses 2 petites filles. Et puis, cette grand-mère fait du piano. Elle s'est mise à son piano, elle a fabriqué une chanson. Ça s'appelle Confiné, je crois. Allez, on l'écoute ensemble. Bonjour, je suis la grand-mère de 2 petites filles qui bien évidemment vivent confinées et elles m'ont raconté leur quotidien. Cela m'a inspiré une chanson que j'ai créée, paroles et musique au piano et que je vais vous jouer. Confiné, confiné, je suis enfermée. Confiné, confiné, je suis protégée. On a trouvé sympa de vous passer cette initiative de création musicale que chacun appréciera. Vous qui êtes le spécialiste du live sur PNTV, Thomas, comment vous jugez la création ? Ouais, il y a encore un petit peu de boulot peut-être derrière. Ça manque un peu d'arrangement, mais Antoine a beaucoup aimé. Je pense qu'avec une bonne prod, dans 3 mois, on peut monter une tournée. Voilà, en tout cas, merci pour vos initiatives. Et puis voilà, n'hésitez pas à continuer à nous les envoyer. C'est sympa. On a Charlène Jagnot en ligne. On va passer quelques minutes avec elle. Et puis on terminera après avec Frédéric Borghino, les échos du web. Et puis juste à la fin, avec Old Laf, cet artiste, vous vous souvenez, son titre le plus connu, c'était La Tristitude. Voilà, encore quelques minutes avec nous, puis on va le retrouver. Donc, Charlène Jagnot, bonjour. Bonjour Sylvain. Bonjour Charlène. Bonjour. Alors vous êtes Charlène, vous êtes sophrologue, vous êtes une spécialiste de l'anxiété et du stress post-traumatique. On n'a pas envie que vous nous fassiez peur, on a envie que vous nous fassiez du bien. Alors justement, comment vous allez nous faire du bien ? Alors, besoin d'être rassuré. Alors en fait, moi ce que je peux proposer pour que chacun puisse vivre l'événement le plus sereinement possible, eh bien c'est de pratiquer différentes petites techniques. Alors par exemple Alors pour par exemple tout ce qui va être rumination, pensée négative. En cette période de confinement, il peut y avoir des ruminations, de l'inquiétude, de la peur. Ce que je propose, c'est des techniques qui visent à se recentrer autour de l'instant présent. Alors, un exemple, comment on fait pour se consacrer à l'instant présent ? Eh bien, c'est de prendre conscience des ancrages. Une technique simple, par exemple, de prendre conscience, là vous pouvez le faire chacun sur le plateau, prendre conscience de vos points d'appui, par exemple sur le fauteuil, les muscles fessiers en contact avec la cime. On essaie de le faire là sur le plateau tous les 3. Voilà, c'est de conscientiser finalement la posture dans laquelle vous êtes dans l'instant. Prendre conscience de sa posture, oui. Voilà, donc ça vous place ici et maintenant, c'est-à-dire la forme de votre corps, les ancrages, les points d'appui. Ça, c'est une technique qui permet de revenir sur l'instant présent et de se libérer des pensées négatives.
C'est-à-dire, en fait, Charlène, si je peux me permettre, lorsqu'on est assis, le dos contre le dossier, le fessier sur le siège, les pieds par terre, prendre conscience de tout son corps. Les pieds en contact avec le sol, si c'est le cas pour chacun. Non, nous on est trop ici, nos pieds ne touchent pas le sol ici. C'est pour ça que je ne l'ai pas évoqué. Mais pour les personnes, par exemple, là, qui nous écoutent... Et on nous dit, Charlène, on nous dit sur le web, ça m'amuse, on nous dit les journalistes sont hors sol. Oui, effectivement, on est hors sol. Là. Alors, une autre technique aussi qui est très intéressante, par exemple, quand il y a de la peur, puisque je pense que ça concerne aussi beaucoup de personnes. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est une technique qu'on appelle le lieu ressource. Alors, qui vise à se plonger finalement dans un imaginaire. Alors, les paupières fermées, c'est un petit peu plus facile. De se plonger dans un lieu imaginaire ou un lieu qui existe réellement, un lieu ressource pour vous. Lorsque vous vous plongez dans ce lieu ressource, eh bien, vous mettez en éveil tous vos sens, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez voir autour de vous, tout ce que vous pouvez entendre en lien avec l'évocation de ce lieu ressource, tout ce que vous pouvez sentir, peut-être des odeurs qui sont spécifiques de ce lieu pour vous. Ça peut être un paysage, ça peut être un habitat. Eh bien, de développer tout ce qui est autour de ce lieu ressource vous place ici et maintenant dans une situation sécure. Alors oui, j'ai quand même, parce qu'on a bien compris effectivement, donc il y a des méthodes, je pense qu'on peut peut-être les retrouver, vous avez peut-être un site internet sur lequel vous développez ou une page Facebook sur lequel les internautes peuvent retrouver toutes ces méthodes. J'ai quand même une question moi, sur l'après. Est-ce que la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, des personnes qui sont confinées, qui n'osent plus sortir, qui pour certains disent déjà, mais même quand on pourra ressortir, je ne sais pas si je vais pouvoir y aller. Est-ce qu'il y a des techniques pour gérer ça, puisque vous êtes un peu spécialiste aussi du stress post-traumatique sur ces questions. Est-ce que ça peut justement être considéré comme un stress post-traumatique ? Alors justement, qu'est-ce que c'est que le stress post-traumatique ? En fait, ce qu'on peut redouter après le confinement, c'est justement de voir des troubles de stress post-traumatique. Alors, en quelques mots, c'est quoi ? C'est un ensemble de symptômes qui apparaît à la suite d'une exposition à une situation traumatique. Cette situation traumatique, elle peut être une exposition à la mort, à des blessures graves ou à la violence sexuelle, effective ou potentielle, d'une ou plusieurs façons. Soit de vivre directement cette situation-là, soit d'en être témoin de l'événement vécu par d'autres, soit apprendre que l'événement a été vécu par un proche, famille ou ami, ou bien de vivre une exposition répétée aux détails pénibles de l'événement traumatique, comme c'est le cas pour les professionnels de santé. Alors voilà, chacun, finalement, là, on est principalement exposé à la mort, le risque de la mort. C'est quoi ces troubles ? C'est dans le domaine de l'intrusion, des souvenirs, des cauchemars. Ça peut être des comportements d'évitement, éviter de penser, de se souvenir, éviter les lieux et puis les personnes qui sont en lien avec l'événement. Ça peut être aussi une altération de l'humeur, avoir des sentiments négatifs, de la colère par exemple, la perte de motivation, se sentir coupé des autres, être irritable. Et puis en dernier point, l'hypervigilance, c'est-à-dire être en permanence sur ses gardes, sursauter facilement, avoir du mal à se concentrer et puis avoir un sommeil perturbé. Est-ce que vous êtes sollicité ? Ces symptômes-là peuvent laisser penser qu'éventuellement vous êtes victime d'un stress post-traumatique. Donc ça, c'est un petit peu l'inquiétude de tous les professionnels de la santé mentale. Et dans l'après-confinement, différents professionnels peuvent prendre en charge ce stress-là avec différentes méthodes. Est-ce que vous avez été sollicité là aujourd'hui professionnellement pour intervenir directement auprès de personnes Est-ce que vous êtes sollicité Alors pour l'instant non, je pense que c'est un peu tôt. On est vraiment dans la période de la crise. Donc on n'est pas dans le stress post-traumatique. Là on est un petit peu en train de vivre le traumatisme, si je peux me permettre. Donc c'est plus après le confinement qu'on pourra peut-être, ce qui est redouté, c'est de voir apparaître ces symptômes-là. Là dans l'instant, on va être plus dans comment on gère la crise. L'idée c'était de surtout vous demander pour quel type de sujet vous pouviez être amené à intervenir. Quel type de sujet ? Le stress post-traumatique peut être vécu par toutes les personnes. On est tous concernés. C'était des situations très concrètes en fait. Est-ce que vous avez des situations très concrètes aujourd'hui sur lesquelles vous pouvez témoigner ?
Elle nous disait non, pas encore. Peut-être. Oui, pas encore. Écoutez, Charline Janiot, merci pour cet échange. On a pris un petit peu de retard. Et puis, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse peut-être vous retrouver à partir du moment où la crise que nous vivons, produisant malheureusement un certain nombre d'effets difficiles pour les uns ou pour les autres, fasse que vous vous trouviez avec des personnes que vous ayez à conseiller et à traiter, si vous le voulez bien. Ça nous donnera peut-être un peu plus de J'ai proposé mon aide justement à l'URML pour l'Union régionale des médecins libéraux. Voilà, santé médecins. Donc j'ai fait une proposition de gratuitement pendant cette période de confinement, de proposer un entretien téléphonique aux professionnels de santé, parce que eux ils sont vraiment au cœur de cette crise, éventuellement d'échanger avec eux, de proposer des techniques simples. J'ai pas eu le temps là d'évoquer des techniques de respiration qui sont très efficaces pour l'angoisse immédiate. Et pour l'instant, voilà, j'attends éventuellement de pouvoir faire bénéficier les médecins ou les soignants. Eh bien, écoutez, on vous aura peut-être à nouveau en ligne à partir du moment où, effectivement, ça déclenchera un peu plus de concret. Voilà. Merci beaucoup, Charlène Janiot. Merci à vous. Merci, à bientôt. Merci. Et puis, on va là poursuivre, juste avant de retrouver Oldelaf, l'artiste, le musicien, le chanteur. On va se retrouver là tout de suite avec les échos du web de Frédéric Borghino. Alors, messieurs, avez-vous pris conscience de votre corps, ici et maintenant, sur votre chaise de plateau télé ? Alors, c'est vrai que je ne suis pas le public cible pour ce genre de... Parce que, pourquoi, Anthony ? Très sceptique, Anthony. Non, c'est pas du scepticisme. C'est, vous savez que non, mais attendez, la sophrologie, ça fait énormément de bien. Je sais, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal, le côté calme, posé, etc. Mais je le reconnais, hein, je suis pas le public cible pour ce genre de choses. Messieurs, le web... Frédéric Borghino. Qu'est-ce que vous en avez vu, là, dernièrement ? Beaucoup. Alors moi j'ai pas mal décroché ces derniers temps, mais je suis pas non plus sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il y a des initiatives qui se multiplient pour. Et bien justement, on a Frédéric en ligne. Ouais. On a Frédéric. Hello Frédéric Borghino. Salut Sylvain, salut Anthony. Voilà, salut. Salut Frédéric. Donc Frédéric œuvre sur le web pour le groupe Paris Normandie, mais Frédéric aussi observe le web. Frédéric fait aussi des images qu'il nous diffuse, et cette petite chronique nous permet d'avoir les échos du web. Tout à fait. Je vous propose de commencer par ce que j'ai tourné hier, qu'on a diffusé aussi en direct. Il était un petit peu avant 20h. C'était rue Jeanne d'Arc. Les éboueurs ont manifesté un petit peu leur soutien envers les soignants des hôpitaux. Donc c'était 5 camions. Vous voyez, ils ont klaxonné pas mal. Ils sont descendus assez vite. La rue Jeanne d'Arc, du coup, j'ai pas pu les suivre très longtemps, mais on peut le voir, il me semble, déjà les personnes à leurs fenêtres applaudissaient les éboueurs. Autre brève ou écho, Frédéric, que vous auriez ? On a toujours sur le web ce petit relan d'espoir. Je disais que les gens reprenaient du poil de la bête, n'est-ce pas ? Et on sent toujours cet élan, mais il faut pas pour autant sortir. Il faut toujours maintenir ce confinement. On sent peut-être une petite relâche en ce moment, mais c'est vraiment pas gagné. Le coronavirus tue encore pas mal de gens, même si on est encore... Thomas, j'ai cru voir passer une question hier justement sur les réseaux sociaux pour savoir où est-ce que vous en étiez dans votre recherche de cette dame qui nous avait laissé un message. On l'a retrouvée. Vous l'avez retrouvée ? Ah oui, on l'a retrouvée. Oui, j'ai l'information. On a retrouvé cette dame qui avait laissé un message et qu'on cherchait depuis un moment. Tout à fait. Je précise aussi que Audrey Clier, toujours, a reçu un autre message d'une autre lectrice pour remercier Paris Normandie et tous ses acteurs. Voilà. Donc, et encore une fois, Audrey Clier était très émue. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des messages. On a fait le tour, Frédéric. Appelez Audrey Clier. Oui, tout à fait. Envoyez-nous des messages et venez nous voir aussi sur notre site internet. C'est gratuit et nous, ça nous permet de maintenir aussi de l'information à votre destination. Très bien. Merci Frédéric. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end, Frédéric. Merci vous. Salut. Bon week-end. Peut-être juste une précision, puisqu'on parlait d'Internet. Il y a une initiative là, de l'Opéra très bien, Rouen Normandie, voilà, qui va diffuser ce soir sur sa plateforme Facebook et aussi sur le site de nos collègues de France 3 Normandie, l'opéra Butterfly, itinéraire d'une jeune femme désorientée. Donc voilà, pour les personnes qui ont envie d'aller à l'opéra sans pouvoir y aller. Sans pouvoir y aller, bien sûr. C'est à 21h sur le Facebook de l'Opéra de Rouen Normandie et sur le web de France 3 Normandie. Voilà, nos collègues qu'on salue.
3 témoignages sont remontés après la diffusion de notre petite vidéo sur la grand-mère là, qui faisait du piano. Et bien, vous voyez, on nous dit l'intention y était, on nous dit bravo madame, on nous dit excellent. Mais je crois que c'est, en fait, globalement, c'est peu importe la qualité artistique des choses. En fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est toutes ces intentions humaines, en fait, qui prennent le pas sur, peut-être davantage sur notre vie quotidienne, peut-être qu'on la connaissait avant. Il faut occuper de toute façon les enfants, puis c'est bien aussi de laisser parler son imagination. Il faut dédramatiser. En fait, je pense que Thomas pourra le confirmer, mais quand on a des enfants aussi en bas âge, il faut leur expliquer avec des mots d'enfant, etc. Donc le fait de le faire en chanson, soit la grand-mère qui s'y colle, moi je trouve ça très sympa. Ça s'organise, là d'ailleurs localement, ce que je voulais dire tout à l'heure, mais il y a aujourd'hui des appels qui sont relayés pour essayer même d'organiser des festivals. Alors je crois que ça s'est fait au niveau national avec des artistes, on va dire, de renom. Ça essaie d'essaimer justement dans la région avec des festivals qui veulent se monter, des festivals en direct, à voir ce que ça va donner. Mais je crois qu'on aura l'occasion d'en discuter dans les jours qui viennent, Sylvain. Nous avons aujourd'hui, puisqu'on vous avait montré un petit peu les coulisses ces jours derniers, avec l'un de nos cadreurs plateau, Martin. Qui n'est pas célibataire, on a aussi une cadreuse plateau aujourd'hui. Allez, on va vous montrer les coulisses. C'est Marie. C'est Marie qui fait partie de l'équipe de cadrage plateau. Parce qu'on a une caméra qui peut nous dévoiler Marie avec sa caméra à la main. Voilà, Marie, elle est là. Vous pouvez faire un petit coucou, Marie, à tous ceux qui nous regardent. Voilà, elle fait partie de l'équipe de cadrage. Puis on a Martin, tiens, de l'autre côté. Je ne sais pas si on a une autre caméra qui peut nous faire un petit coucou à Martin, qu'on commence à connaître, puisqu'on avait taquiné Martin la semaine dernière. Non, on n'a pas vu Martin. On n'a pas vu Martin. Voilà. Mais... voilà Martin qui est là-bas. Eh bien écoutez, on essayait d'établir le contact avec Oldelaf et puis malheureusement nous n'y parvenons pas. Donc on va quand même vous rappeler Oldelaf, pourquoi il avait été connu brutalement et d'une manière assez forte. C'était avec ça, regardez. La tristitude, c'est quand tu viens juste d'avaler un cure-dent. Quand tu te rends compte que ton père est suisse allemand. Quand un copain t'appelle pour son déménagement. C'était aussi ça. Ça fait 14 jours que je suis enfermé. Je suis seul dans ma cuisine et je vois. Ouais, et ils se demandent s'ils ont. Une flic vont me choper. Alors je cloue les portes et je reprends du café. On va finir notre émission de ce vendredi 3 avril avec les Diepois créatifs, la saga de Audrey la confinée. Mais voilà, pour terminer, Oldelaf est comme de nombreux artistes, Thomas, en ce moment, ils se produisent sur le web à défaut de se produire sur scène. Et puis il y a 4 jours, Oldelaf, voilà, c'était ça. La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée. Sent bon la confiture et le désordre et l'obscurité. L'automne, l'enfance, l'éternité. Autour, il y avait le silence. Problème de connexion avec Oldelaf, mais de toute façon, Anthony, on l'aura début de semaine, Oldelaf. Oui. Voilà, très bien. Et puis, on termine avec les Diepois créatifs, avec la saga d'Audrey la confinée, en vous remerciant d'avoir partagé ce dernier rendez-vous de la semaine. Merci Thomas. Merci Sylvain. Merci, bon week-end, Anthony. Merci. Et puis, voilà, selon les formules habituelles. Je sais bien. Oui, vous êtes parfaits tous les deux. On termine avec la formule habituelle. Restez chez vous et soyons tous solidaires. Allez, les Diepois créatifs. Ciao, à lundi. Ah ouais, deuxième petit déjeuner. Mais non, c'est un petit encas, là comme ça. C'est vachement bon, hein. J'adore. C'est très très bon. Dis donc, elles sont vachement bonnes ces chips-là, c'est à la truffe, hein. Il est quelle heure là? Oh,
Tu me sers un petit verre? Bon, on peut commencer l'apéritif. Eh, ça va, vous deux? Encore en train de manger, quoi. Bah ouais, mais attends, avec le confinement... Ouais, j'ai faim, ça me donne faim. J'espère que j'ai pas grossi. Oh non. Ça y est, tu as fini, chérie? Ah oui, ça y est. Ça y est, moi j'ai fait 1 heure. C'est à toi. Bon, ce temps-là, je vais aller cuisiner. Parce que ce soir, pas d'apéro confinement, rien du tout. Hein. Ce soir, de l'eau, salade verte, et c'est tout. Oh, po.